Alors, bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la Société de transport d'Outaouais. Alors, sans plus tarder, je vais laisser pour la lecture de l'ordre du jour la parole de M. Charles Vézina, qui est notre secrétaire coopératif du Conseil de consommation. Monsieur Vézina. Merci, M. le Président. Item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du Conseil d'administration. Nous avons reçu 2 questions par courriel. La première nous provient de M. Christopher Hart, que je vais lire. Est-ce que vous prévoyez d'avoir des fréquences d'autobus plus stables pendant les heures de pointe? Par exemple, la ligne 55 passe aux 10 minutes après 15 heures, mais il y a un écart de 27 minutes entre 15h52 et 16h19. À cause de cet écart, l'autobus qui passe à 16h19 est déjà rempli au début de son trajet au centre Rigaud. Un voyage à 16h ou à 16h10 serait génial. Oui, bien, tout d'abord, merci, M. Hart, de votre question. Effectivement, là, l'élément que vous mentionnez, il y a un écart dans l'horaire là, pour la ligne 55. Par contre, là, une ligne qui va dans le même secteur, qui est la 59, a 2 voyages qui passent là. Je ne sais pas si ça répond à vos besoins, connaissant pas spécifiquement là, votre destination, votre origine destination, mais il y a cet élément-là. On est, puis ça tombe bien, on adopte le budget aujourd'hui. Donc, déjà pour 2025, on s'oriente vers des ajouts de services. Le premier élément qu'on veut voir, c'est la fréquence. On veut ramener de la fréquence. Donc, on va voir comment on peut ramener des ressources pour stabiliser justement nos fréquences en pointe à partir de 2025, à partir de l'hiver. Et puis, l'enjeu spécifique là, que vous avez adressé est prévu déjà d'être adressé pour le printemps 2025. Donc, là, on va voir comment, d'un point de vue opérationnel, on peut y remédier, là, si c'est possible, le plus rapidement possible, mais c'est déjà prévu là, de l'adresser, ce point-là, pour le printemps. Puis, on regarde toujours là, de façon plus large sur le réseau comment on peut améliorer nos fréquences et la stabilité. Merci. Alors, nous avons une deuxième question, celle-ci également de Christopher Hart. Êtes-vous en mesure de dire quel secteur de Gatineau sera le plus touché avec les changements de service cet hiver, sauf les lignes 100, 200 et 400 qui ont déjà été annoncées? Donc, merci également de cette question. On avait parlé des lignes 100 et 200. On rajoute également, à partir de l'hiver, 27 voyages le dimanche. Et pour vous donner une idée là, de ce qui sera surtout touché, vous pouvez regarder le service du samedi parce que on a juste un niveau de service à la hausse le dimanche pour calquer celui du samedi. La première chose, c'est de rajouter du service et ensuite pour rendre l'information et la planification du service plus facile, la planification des déplacements pour notre clientèle. Donc, vous pouvez aller voir là, si vous voulez voir ce qui va être ouvert là, pour le service du samedi, ça va vous donner une très bonne idée. C'est spécifiquement, là, je pense, là, de mémoire, les secteurs Hall, Plateau, et puis certains secteurs là, du côté de Gatineau, du secteur Gatineau. Merci beaucoup. Alors, merci. Ceci complète les questions que nous avons reçues par courriel. Alors, bonjour et bienvenue au point de presse qui suit le conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Je m'appelle Yannick Boursier, je suis responsable des affaires publiques. Merci d'être au rendez-vous. Sans plus tarder, je cède la parole au président du conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui adopté un budget équilibré et responsable. Nous avons réussi, heureusement, à maintenir une croissance de budget à 1%. On a investi quand même dans l'offre de services dès janvier, notamment dans le retour des lignes 100 et 200. Et aussi, la nouvelle tarification suit les exigences de Québec. Dans une entente de financement, on a une hausse moyenne de 3%. Toutefois, le conseil d'administration a décidé de réduire la tarification éco pour les personnes les plus démunies. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions spécifiques au niveau du budget ou d'autres points. Au niveau de la tarification, oui. Qu'est-ce qui vous permet de 3%? C'est strictement l'entente avec Québec qui vous met à 3%? Oui. Ou c'est parce que le budget, c'était souhaité aussi? Non, c'est l'entente qu'on a avec Québec, mais c'est aussi discuté en conseil d'administration aussi. Là.
À quel point la taxe sur l'immatriculation est venue jouer un rôle dans l'adoption de votre budget cette année? Ben, ça fait en sorte de ne pas avoir de déficit, bien entendu, on s'en cachera pas, hein. Il y a l'aide financière de la municipalité, de la ville de Gatineau, et l'aide financière qu'on va avoir suite à l'immatriculation. Et puis, on se prépare déjà pour 2026, parce qu'il va y avoir un autre 2026 qu'on va venir améliorer le service au niveau du transport en commun. Hausse de l'achalandage, bonification des services, Oui. c'est des bonnes nouvelles pour vous? Absolument, absolument. On est bien heureux. Ça va? Oui, Monsieur Blondin, est-ce que vous passez aux questions en ligne? Oui, oui. Oui, bonjour, merci. J'aimerais peut-être faire un petit peu de chemin sur ce que mon collègue vient de mentionner là, au niveau de la contribution des automobilistes. Évidemment, la taxe sur l'immatriculation, là, ça en fait en sorte que vous avez une hausse de 10 millions là, dans cette catégorie-là cette année, là, si je comprends bien. Donc, vraiment, sans cette nouvelle taxe sur l'immatriculation, ni plus ni moins, on aurait quand même gratté les fonds de tiroir là, à la STO pour éponger le déficit, là, si je comprends bien. Écoutez, je vais vous dire, puis je vais laisser la parole à mon directeur général là-dessus, parce qu'on a déjà gratté les fonds de tiroir dans plusieurs projets. Et aussi, ça vient aussi d'une certaine manière éviter une hausse de contribution de la Ville de Gatineau, parce que la Ville, on s'entend qu'avec les exigences à Québec, doit couvrir les déficits de la STO. Alors, si la Ville voulait maintenir une qualité de service, puis c'était le désir de la Ville, ils ont profité de cette opportunité-là d'aller au niveau de la taxation. Mais je vais laisser mon directeur général parce qu'il y a plusieurs autres choses où est-ce qu'on a, si on veut, fait des opérations pour diminuer le déficit. Merci. Oui, ben merci pour votre question. Effectivement, en complément, on avait annoncé dans l'adoption au Conseil de la taxe sur l'immatriculation qu'avec une hausse de 60 d'abord qui générait un 10 millions, ça nous permettait de combler ce qu'on appelait le déficit structurel. Puis après ça, lorsque la contribution sur l'immatriculation passera à 90 ça génère un 5 millions de plus, puis on peut l'investir en service. Il faut garder à l'esprit que durant les années là, de pandémie, nous, on a fait des compressions budgétaires de l'ordre de 82 millions qui nous ont beaucoup aidés. Donc, ça nous a positionnés stratégiquement. Puis, au cours des dernières années, puis c'est encore le cas cette année, on a fait des choix d'investissement qui nous permettent de miser sur ce qui est important pour la clientèle, c'est-à-dire l'augmentation de l'offre de services. Donc, il y a des projets, on a fait une priorisation, puis c'est pour ça qu'on a une diminution importante du service de la dette qui nous permet d'avoir un budget avec une hausse seulement de 1 de ne pas avoir de déficit et de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Vous avez parlé de la hausse de services, là, entre autres avec la ligne 200, là, si je ne me trompe pas. Et on a parlé aussi de la légère hausse du coût des tarifs à part pour les gens là, qui vont utiliser le tarif éco. Est-ce que, selon vous, là, la hausse de tarifs pour pas mal tout le monde, là, pratiquement tout le monde, est justifiable avec l'augmentation de services dans le sens où il pourrait peut-être avoir davantage de services pour justifier cette hausse-là à tous les usagers, là? En fait, je pense que déjà d'avoir une hausse de tarification qui suit les besoins, là, c'est une bonne pratique juste en matière de gestion parce que ça évite de se retrouver dans une année où vous pouvez faire des hausses significatives. Mais il faut garder à l'esprit, là, surtout là, on a une entente de financement avec le gouvernement du Québec. C'est ce qui est attendu, hein, c'est une hausse de 3 des tarifs de la clientèle. Mais nous, ce qui était important, c'est si on augmente les tarifs, qu'on puisse augmenter le service. C'est ce qu'on va faire et c'est ce que les clients vont voir là, tout au long de 2025. Au fur et à mesure qu'on libérera de la capacité, on va l'injecter en ajout de service. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question aussi. Pour augmenter les services, bon, vous avez dû vous fier sur cette taxe sur l'immatriculation. Il y a une hausse aussi qui est prévue prochainement de cette taxe-là, mais elle n'augmentera pas de 3 chaque année, cette taxe-là. Donc, est-ce que c'est viable à long terme de se fier uniquement sur l'augmentation des tarifs? En fait, nous, on considère, là, il y a plusieurs sources de financement, là, sans rentrer dans les détails plus techniques, mais on sait que plus on ajoute du service, plus on génère d'achalandage et on augmente, donc on génère plus de revenus de clientèle, pas seulement liés aux 3 d'augmentation, mais par exemple pour 2025, ce qu'on anticipe, c'est une hausse de 15 de l'achalandage par rapport au budget
de 2024. Donc, c'est significatif. On prévoit générer des revenus supplémentaires de l'ordre d'environ 6 millions. Donc, plus on investira dans le service, plus on aura de clientèle et plus on bonifie l'offre, plus on a des subventions aussi qui sont conséquentes parce qu'il y a des subventions qui sont liées à la bonification de services. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, puis c'est vers ça qu'on s'oriente. Mhm. Encore, ben, sauf que c'est certain qu'aux heures de pointe, les autobus sont pleins. Il y a des gens qui bénéficieraient de cette augmentation de service. Est-ce que avec la hausse d'achalandage prévue, on va répondre à tous ces besoins-là ou il y aurait des besoins encore plus grands? Oui, ben j'aime beaucoup la partie de votre question de répéter que les autobus sont de plus en plus pleins. Donc, on entendait l'inverse. Effectivement, les autobus se remplissent aux heures de pointe. C'est sûr que ça demeure toujours un défi de pouvoir répondre avec les défis. Notre président en a parlé récemment sur la planification des véhicules. Mais oui, on va rajouter du service en pointe et en hors-pointe. Je tiens à rappeler que notre achalandage en hors-pointe est plus haut en ce moment qu'il l'était en 2019. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. On doit investir en pointe et en hors-pointe. Est-ce que l'investissement est suffisant pour répondre à la demande qui est anticipée? Ben, en fait, je vous dirais que les investissements, là, on doit le regarder dans les années à venir. Ce que notre conseil d'administration, le conseil municipal font là, dans les investissements, ça va nous permettre de répondre aux besoins. Mais on sait plus on va mettre de services, plus on aura d'achalandage. Donc, ça demeurera une très belle opportunité. Mais oui, on va répondre à la demande de la clientèle au courant de l'année 2025 et 2026 et les années suivantes. Merci. Moi, j'avais une question. Oui, allô, est-ce que je peux poser ma question? Oui. Oui. Okay, c'est Patrick Duquette. Bon, vous dites que cette année, vous visez une hausse de l'achalandage de 15 %. Est-ce qu'à un moment donné, la STO prévoit revenir au niveau pré-pandémique? Puis, si oui ou non, comment on peut y parvenir? Ce serait quoi les conditions gagnantes pour y parvenir? Ben, on est, comme je le mentionnais, là, on est, en dehors des heures de pointe, on est revenu au niveau pré-pandémique, on les a dépassés. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Au point de vue global, on est à 90 % du niveau pré-pandémique. Donc, nous, est-ce que ce sera l'an prochain? Est-ce que ce sera en 2025 ou en 2026 qu'on atteindra les mêmes niveaux? Je pense que c'est probablement une question d'une année ou deux qu'on aura le même niveau là, que le niveau pré-pandémique. On le voit, là, on le ressent, l'achalandage est très, très fort. Et ça, c'était là, les progrès qu'on a vus, c'était même sans considérer là, le retour des fonctionnaires à une journée de plus par semaine. Donc, on le voit, puis on multiplie les partenariats, comme vous avez vu, là, avec plusieurs institutions. Donc, on est pratiquement là. Puis quand on dit 90 % de 2019, gardant à l'esprit, là, ça veut dire qu'il y a juste 5 personnes de moins dans un autobus régulier. Un autobus de 40 pieds, il y a 5 personnes de moins. On peut dire qu'on est revenu au niveau pré-pandémique. À quel point, justement, le retour au travail des fonctionnaires 3 jours semaine a joué là-dedans? Est-ce que ça a eu un impact déterminant ou… Oui, on le voit. On était aux alentours, je vous dirais, peut-être d'environ 83 à 85 % avant le retour, 3 jours semaine. Là, on a atteint là, donc environ 90 %. Ça fait qu'on le voit, là, c'est peut-être un 5 points de pourcentage environ qui s'ajoute sur le réseau. Hein. Peut-être une dernière question. J'ai vu que dans le PTI, les investissements vont plus que doubler dans les prochaines années. C'est-tu le tramway? C'est quoi ça? En fait, on a plusieurs éléments. On a, si on peut faire toutes les commandes de véhicules, il y a une partie, là, je pense qu'on en a pour environ là, au-dessus de 700 millions là, de mémoire là, sur 10 ans. Donc, il y a cette partie-là. Effectivement, le tramway et les projections de prolongation du Rapibus, ça, ce sont les gros investissements, mais il y a l'électrification également. Donc, je vous dirais, dans les 3 grands projets, c'est le tramway, l'électrification, le prolongement du Rapibus, puis ensuite de ça, ce sont les achats de véhicules. Parfait, merci beaucoup. Merci. On a parlé brièvement du retour des lignes 100 et 200. Est-ce que c'est possible de chiffrer combien ça va coûter ramener ces 2 lignes-là? Oui, on parle d'environ pour ces lignes-là. Avec, là, je vais parler du service le week-end également, c'est environ 750 000 $. OK. Juste savoir au niveau du budget, là, vous revenez à l'équilibre
budgétaire en grande partie avec la taxe sur l'immatriculation, mais dans 3, 4, 5 ans, c'est pas prévu d'une belle hausse sur l'immatriculation. Est-ce que l'achalandage et la hausse d'achalandage que vous anticipez va être suffisante pour vous maintenir à l'équilibre, peut-être faire même du profit dans ces années-là, ou les automobilistes doivent s'attendre dans les prochaines années à ce qu'on retourne piger dans leur poche? En fait, le 10 millions nous permettait de revenir à l'équilibre budgétaire. Puis je le mentionne, c'est également avec la combinaison des décisions qu'on a prises, des décisions d'investissement, d'avoir une réduction du service de la dette de 19 %. C'est ce qui nous permet aussi d'être dans une position favorable, d'avoir un budget équilibré. Donc, pour les années à venir, on demeure confiant qu'il n'y aura pas, on retournera pas en situation de déficit structurel. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour porte-parole. Alors, merci à tous. On se retrouve donc lors de la prochaine Assemblée publique du Conseil d'administration qui aura lieu le 28 novembre prochain et je vous souhaite une joyeuse Halloween pour ce soir.